Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour fidèles auditeurs, auditrices de la RPA, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce mardi 1er juin 2021, dont voici le sommaire. Des cas de tuerie se répètent dans différentes localités du Burundi. Dans ce journal, nous vous parlerons de 2 cas en commune Gahombo de la province Kayanza et de 2 autres dans les provinces de Bujumbura et Cibitoke. Plus d'une quinzaine d'organisations burundaises de la société civile demandent au secrétaire général de l'ONU d'user de son influence pour amener le gouvernement du Burundi à mettre en place des mécanismes de vérité et de justice réellement indépendants. Certains policiers affectés au commissariat de la police à Rumongue sont accusés de rançonner les conducteurs de taxi-moto. Voilà pour le sommaire. À la présentation, on est dit de Chimaguizé. Les détails dans quelques secondes. Sécurité d'abord. Une petite fille d'une douzaine d'années a été tuée dans l'après-midi de ce mardi vers 13h sur la colline Gishingano de la zone Nyamabuye, commune Isare, c'est en province Bujumbura. La petite fille d'Inondo Mugisha Queen de la 5e année a été égorgée par des inconnus qui l'ont arrêtée alors qu'elle allait acheter un casier de bière envoyé par ses parents. Jusqu'à présent, 9 personnes ont été déjà arrêtées pour des réseaux d'enquête. Toujours à ce chapitre, 2 personnes ont été tuées la nuit dernière en commune Gahombo de la province Kayanza. Les informations recueillies sur la colline de Ruzingati disent que les bourrons ont lancé une grenade à travers la fenêtre du ménage des disparus. L'administration dit ne pas connaître les motifs de cet assassinat. Le point avec Bob Rurik. Les victimes de cette attaque à la grenade sont une vieille femme d'une 60aine d'années ainsi que sa petite fille. Ils habitaient la colline Ruzingati de la commune Gahombo en province de Kayanza. Les informations recueillies auprès du voisinage des victimes disent qu'ils ont entendu la grenade vers 23h passées. Et pris de peur, les voisins de ces victimes font savoir qu'ils n'ont pu sortir pour s'enquérir de la situation qu'un peu plus tard. Ces derniers disent qu'ils ont trouvé la fenêtre du ménage des victimes ouverte, ce qui montre que c'est par là que la grenade a été lancée. Les victimes ont succombé de leurs blessures sur les lieux pour suivre nos sources sur place. L'administration et la police de Gahombo tous disent ignorer les motifs de ce forfait. Mais certains des voisins des victimes disent qu'il y a des conflits familiaux relatifs aux litiges fonciers qui datent de longtemps. Il y a plus d'une année, le même ménage avait subi une attaque à la grenade, mais cette fois-ci, la grenade n'avait pas fait de victimes. Sécurité toujours, un sexagénaire Dino de Lazare Sakuru a été tué et décapité la nuit de ce lundi sur la colline zone Nyamaboko, commune Mugina en province Cibitoke. Des soupçons de sorcellerie seraient à l'origine de cet assassinat. Les administratifs en commune Mugina indiquent que les enquêtes sont en cours. Au chapitre droits de l'homme, plus d'une quinzaine d'organisations burundaises de la société civile ont saisi le secrétaire général de l'ONU pour alerter sur la situation qui prévaut au Burundi. Dans une correspondance lui adressée ce lundi, ces organisations parlent de la persistance des facteurs de risque et lui demandent d'user de son influence pour amener le gouvernement du Burundi à mettre en place des mécanismes de vérité et de justice réellement indépendants. Les détails avec Elsie Mugisha. Dans cette lettre, ces 17 organisations burundaises engagées pour l'état de droit, la justice et la vérité et la fin de l'impunité au Burundi commencent par rappeler que le gouvernement du Burundi vient de prendre position contre la résolution des Nations Unies sur la responsabilité de protéger et la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ces organisations considèrent une telle attitude comme un signe éloquent d'un risque imminent de génocide au Burundi, sans possibilité d'intervenir comme cela s'est malheureusement passé au Rwanda en avril 1994. Au lieu de prévenir des crimes internationaux, les autorités burundaises s'inscrivent dans les perspectives de s'exonérer de leurs responsabilités en cas de génocide et d'autres crimes contre l'humanité, comme elles ont tenté de le faire avec les poursuites de la Cour pénale internationale en se retirant du traité de Rome en octobre
octobre 2017. Et dans cette lettre, les organisations signataires voudraient en outre attirer l'attention du secrétaire général de l'ONU sur les travaux en cours de la Commission Vérité et Réconciliation qui, au lieu d'établir la vérité et réconcilier les Burundais, risque d'accroître les clivages ethniques au Burundi en proposant une lecture biaisée de l'histoire. Ces organisations indiquent que le pire est d'autant plus à craindre que ces débats viennent se superposer à des discours de haine dont les auteurs ne sont autres que des hauts responsables du gouvernement, du parti CNDD-FDD au pouvoir et du Sénat, la Chambre haute du Parlement burundais, qui organise depuis le 29 avril 2021 des conférences qui sèment la discorde sur les événements de 1972. Les organisations signataires terminent la lettre en demandant à l'Organisation des Nations Unies d'user de ses bons offices pour engager d'urgence des actions de prévention de ce dérapage qui méritent d'être prises au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Et ces organisations d'ajouter qu'en se basant sur le rôle passé et traditionnel des Nations Unies dans la prévention des crimes internationaux, de suivre de près la situation préoccupante du Burundi qui se caractérise par la persistance des facteurs de risque établis par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Il précise en effet l'existence d'intentions et de motifs de recourir à la violence, notamment la volonté du parti CNDD-FDD de se maintenir au pouvoir. Ces organisations finissent par demander à l'ONU d'user de son influence pour amener le gouvernement du Burundi à mettre en place des mécanismes de vérité et de justice réellement indépendants dans l'esprit de l'accord d'Arusha et dont les conclusions et les actes viseraient la réconciliation réelle des Burundais et la fin de l'impunité au Burundi. La copie de la correspondance a été donnée au président en exercice de l'Union africaine, celui de la communauté de l'Afrique de l'Est et au président des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Eh bien, merci à toi, Elsie Mugisha. Fermeture officielle depuis ce lundi du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi. Selon le communiqué de presse de l'ONU, après plus de 4 ans d'opération au Burundi, le bureau est fermé conformément à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2020. Ce conseil juge que la situation sécuritaire s'est améliorée au Burundi. Gloria Kaneza pour les détails. C'est ce lundi 31 mai 2021 que le drapeau de l'Organisation des Nations Unies au bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a été abaissé, plié et remis au coordonnateur résident de l'ONU pour le Burundi, comme signe marquant la fermeture officielle du bureau dans le pays. Selon ce communiqué de presse de l'ONU, la fermeture de ce bureau est la mise en exécution de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait été prise le 4 décembre 2020, dans laquelle le dit Conseil avait reconnu le progrès réalisé par le Burundi en matière de sécurité et a également demandé au secrétariat de ne plus produire des rapports périodiques sur la situation qui prévaut au Burundi. Malgré cette fermeture, Huan Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, a souligné que l'ONU et le gouvernement burundais demeurent déterminés à renforcer leur coopération. Rappelons que ce bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a été créé en 2015 dans le vif de la crise liée au 3e mandat de feu Pierre Nkurunziza. La mission était d'apporter au pays un appui en matière de consolidation de la paix en coopération avec la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine et autres partenaires. Eh bien, merci à toi aussi, Gloria Kaneza. Courte pause, nous poursuivons avec la page politique. RPA. Le mouvement de revendication de la qualification des crimes de 1972 comme un génocide mené par le pouvoir du CNDD-FDD via les 2 chambres du Parlement et de la CVR ne vise qu'à attirer la sympathie des Burundais de l'ethnie Hutu sous prétexte de vouloir leur rendre la dignité. Propos de Charles Nditige, le président de l'IPRONA, non reconnu par le pouvoir CNDD-FDD. Selon lui, pour que ce travail soit impartial, il devra être mené dans un climat de paix et de sécurité et par une commission non instrumentalisée par le pouvoir en place. La mise en place de la commission Vérité et Réconciliation qui fait partie de ce que l'on appelle les mécanismes de justice transitionnelle demande un certain nombre de conditions. Il faut d'abord qu'il y ait la paix et la sécurité pour tous dans le pays. Il faut qu'il y ait la confiance entre les composantes de la nation burundaise. Il faut également que les gens aient confiance dans les instruments juridiques et dans les institutions administratives pour qu'ils aient peur de dire la vérité
de peur qu'il ne soit poursuivi pour avoir dénoncé telle personnalité qui a commis tel délit ou tel crime. Et malheureusement, nous constatons que la sécurité est loin d'être aujourd'hui les assassinats ciblés, les exécutions extrajudiciaires, les emprisonnements arbitraires, les violations massives des droits de l'homme, l'enseignement de la haine ethnique, l'exclusion ethnique font partie du décor quotidien du Burundi. Donc on ne peut pas espérer la sévère puisse fonctionner normalement dans pareille situation. La sévère devrait également être indépendante de telle sorte que les membres puissent faire leur travail de manière autonome et indépendante sans recevoir des injonctions de la part de l'exécutif. Cela demande également que la justice soit autonome et indépendante. Et aujourd'hui, nous constatons que la justice est devenue un instrument usé et rusé dans les mains du pouvoir exécutif. Par ailleurs, les membres de la commission Vérité et Réconciliation sont dans la quasi-totalité. Les 13 membres sont très proches du CNDD et FDD, car ce ne sont pas des membres militants de ce parti, à commencer par Lozélé, président de la CBL, dont on connaît ce qu'il a fait lors des élections de 2010 quand il était président de la CENI. Nous constatons également que le Sénat, l'Assemblée nationale invite des gens pour expliquer ce qui s'est passé en 72 et cela est contraire à l'autonomie de l'action de la CVR qui devrait travailler de manière indépendante et impartiale. Ce qu'ils veulent, en insistant sur les événements uniquement de 72, c'est d'une part essayer de s'attirer la sympathie de l'électorat, de l'ethnie et Hutu, dont ils disaient quand ils étaient au maquis qu'ils avaient pris les armes pour leur rendre la dignité. Charles Nditije ajoute qu'il s'agit également d'une stratégie de traquer et de persécuter certains Tutsis, anciens dignitaires et des anciens membres des corps de défense et de sécurité. Encore une fois, Charles Nditije. Deuxièmement, ils veulent s'attaquer, trouver un prétexte pour traquer, pour arrêter, pour emprisonner les Tutsis, essentiellement les Tutsis instruits, les commerçants, les Tutsis qui ont occupé des postes politiques par le passé, tout comme les anciens militaires et ex-FAB. Il veut également montrer à l'opinion burundaise, et surtout qu'en 72, il y a eu un génocide des Hutus et occulté les Tutsis qui ont été massacrés au début de la crise à partir du 29 avril 1972. Et j'ajoute que le CNDD n'a pas les prérogatives de déterminer qui est génocide et qui ne l'est pas. C'est du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et par ailleurs, c'est une façon également d'occulter non seulement le massacre des Tutsis, comme je le disais, mais également le massacre des Tutsis après l'assassinat du président Mekonnen Dadaye en 1993, ainsi que les retours de l'opposition, tout comme ce qui s'est passé depuis 2015 lorsque M. Nkurunziza a brigué un troisième mandat contraire à la Constitution de l'accord d'Arusha, et tous ces gens-là qui ont été massacrés par le pouvoir CNDD, par les Imbonerakure, et on veut occulter tous ces massacres-là. Une somme d'environ 210 000 $ américains a été dépensée au cours de ce déplacement que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a effectué à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir. Pour l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, RICOM, le coût de ce voyage est trop élevé, surtout que le Burundi est le pays le plus pauvre au monde. Selon Gabriel Rufyiri, président de RICOM, le président Ndayishimiye ne devrait faire que des voyages essentiels et bénéfique pour le Burundi. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri. Comme est tellement inquiet de beaucoup de voyages que le président de la République effectue dans ces derniers jours. Depuis le mois de septembre à cette date du 31 mai, il a déjà effectué ce voyage à l'extérieur du pays. Pour l'ORICOM, ce voyage coûte énormément d'argent au peuple burundais. Vous savez que le peuple burundais actuellement vit dans l'extrême pauvreté.
Burundi comme le premier pays le plus pauvre au monde. C'est vrai, le président de la République doit voyager, mais au regard du coût que chaque voyage coûterait, il faut vraiment penser une autre manière de faire. Le RICOM, selon les calculs que nous venons de faire, au moins $30,000 par voyage est dépensé. Imaginez alors pour ce voyage, c'est $210,000 américains qui est déboursé. Nous voyons que les coûts sont excessifs au regard du coût de la vie des citoyens burundais. Ces voyages, normalement, devraient être de coopération commerciale et surtout en utilisant le principe gagnant-gagnant. Nous jugeons que c'est vraiment, il y a un volet de malversation des fonds publics. Il faut que le président de la République voyage, mais chaque mois, effectuer un voyage à l'étranger, c'est pas vraiment raisonnable dans un pays comme le Burundi, un pays, le premier pays le plus pauvre au monde. Le président de la République du Burundi ne veut pas que toutes les forces burundaises de la MISOM rentrent au pays. Lors de sa visite au Kenya ce lundi, Evariste Ndayishimiye a dit à son homologue Uhuru Kenyatta que les contingents de deux pays ne devraient pas quitter la Somalie. À part des questions liées aux relations bilatérales dans le secteur économique, le président Evariste Ndayishimiye semblait demander dans son discours de faire en sorte que les troupes de ces deux pays se trouvant dans la mission de maintien de la paix en Somalie ne puissent pas quitter ce pays. We commend the excellent field work of the African Union mission. Nous saluons l'excellent travail de terrain de la MISOM. Les troupes du Kenya et du Burundi sont ensemble sur terrain. À cet égard, nous sommes convaincus que toute initiative de réduction des troupes en Somalie doit tenir compte du degré de menace du groupe terroriste Al-Shabaab pour que l'on ne perde le territoire déjà récupéré par les troupes de la MISOM. Les pays contributeurs des troupes ainsi que l'Union africaine doivent être consultés pour tout plan visant à réduire les troupes en Somalie. Malgré cette sollicitation du numéro 1 burundais, le Conseil de sécurité des Nations Unies a dernièrement décidé qu'aucun soldat ne sera envoyé en mission de maintien de la paix en Somalie par les pays contributeurs de troupes à partir du 31 décembre de cette année, et un rapatriement progressif de troupes en mission va ainsi débuter après. À ce moment, le gouvernement somalien devra prendre en main la sécurisation du pays, un processus qui va se réaliser jusqu'en 2023, période à laquelle toutes les troupes de la MISOM auront quitté la Somalie. À titre de rappel, la visite du président Evariste Ndayishimiye au Kenya s'inscrit dans le cadre de l'invitation de son homologue à la célébration du 58e anniversaire d'indépendance. Eh bien, merci à toi aussi, Eloge Divele Mecha. Courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. RPA. La frontière burundo-congolaise de Gatumba a été officiellement rouverte ce mardi. Les usagers de cette frontière saluent cette décision du gouvernement burundais. Toutefois, ils estiment trop élevé les prix de tests de dépistage du Covid-19 exigés à l'entrée comme à la sortie. L'un des usagers de cette frontière témoigne. Actuellement, il y a le mouvement de va-et-vient à la frontière de Gatumba. Toute personne venant de la RDC, que ce soit un commerçant ou pas, doit payer $30 pour l'entrée et $30 pour la sortie. Mais les Burundais payent $10 à la sortie et 15 000 francs burundais pour l'entrée au Burundi. Pour payer, on va à la banque puis à l'EBR. Après, les agents de santé nous font le dépistage de la Covid-19. Les passagers sont très contents de voir la frontière réouverte car ils attendaient impatiemment. Il y a des familles burundaises et congolaises qui étaient séparées à cause de la fermeture de cette frontière pour des raisons de la Covid-19. Vraiment, les gens sont très enthousiastes. Il s'observe beaucoup de passagers à la frontière. Actuellement, il n'y a pas de confinement après avoir payé la somme et fait le test de Covid-19. On te laisse continuer ton voyage. Les terrains du Burundi ont été pillés 4 ans durant sans que les autorités s'en rendent compte.
C'est du moins ce que l'on peut comprendre dans les déclarations du Premier ministre burundais. Alain Guillaume Bunyoni semblait se prendre devant les députés le 15 avril dernier lorsqu'il présentait les réalisations du gouvernement. Pour lui, ce sont les étrangers qui sont responsables de ces pillages. Suivez plutôt Alain Guillaume Bunyoni. Comme Agakara, il nous avait dit qu'il s'était trompé, que les méthodes qu'ils utilisaient n'étaient pas rentables. On leur a dit quoi? Vous devriez donner une contribution de $5,000 chaque année. Juste une contribution pour nos terres que nous vous avons prêtées sans parler du partage de la production. Et voilà que vous venez de passer 4 ans sans rien donner. Ils nous ont alors dit qu'ils allaient changer de méthode pour voir s'ils pouvaient augmenter la production. Mais on entend à Londres parler des terres rares du Burundi, alors qu'au Burundi, on ne gagne rien. On leur a dit alors d'arrêter, qu'ils n'avaient même plus le droit de prendre des échantillons. C'est ainsi qu'ils ont eu peur et nous ont avoué qu'ils s'apprêtaient à exporter 75 tonnes cette semaine et la semaine suivante 100 tonnes, que ça allait alors se passer mal si on leur interdisait de prendre des échantillons, que la décision pourrait avoir des répercussions sur les prix. Nous leur avons répondu, c'est vrai que vous aviez autant de tonnes à exporter alors que vous nous avez signifié que vous n'avez rien produit. Ainsi, nous leur avons dit qu'ils n'avaient plus droit d'exporter avant de fournir des explications sur ce qu'ils ont fait. Ce sont des décisions dures, mais nécessaires pour le gouvernement. On a vu comment, dans plusieurs pays, il est né des querelles entre la population et les dirigeants seulement parce que les étrangers sont venus piller leurs richesses et laisser la population dans la misère. Ça, on ne pourra pas l'accepter. Nous préférons rester comme nous sommes et attendre une meilleure rentabilisation. Parlons économie à présent. Certains députés ne comprennent pas pourquoi les fonds alloués aux communes sont transférés vers les coopératives collinaires. Ils ont posé la question au ministre des Finances lors de l'analyse du projet de loi portant fixation du budget général de l'État. Émile Niwasumba. Dans le nouveau projet de loi portant fixation du budget général de l'État, un appui d'environ 87 milliards de francs burundais est accordé aux coopératives collinaires. Pour le député Agathon Rwasa, ce montant appartient aux communes et pas aux coopératives. Quand il s'agit de l'ordonnance conjointe, il y a des changements qui s'opèrent et ces sommes deviennent l'argent destiné aux coopératives et non aux communes. Donc, cette confusion entre le budget destiné aux communes et celui des coopératives, je trouve que c'est vraiment bafouer les droits des conseillers communaux car nous venons de voter l'argent pour le développement des communes. Nous demandons que cet argent reste à la disposition des communes et il faudra cesser des fonds de soutien aux coopératives. Si tu fais le décompte de l'argent donné aux collines, on trouve qu'il y a des fonds restants et les communes nous sollicitent pour qu'on demande où sont allés les montants restants. Vous comprenez donc qu'il y a beaucoup d'interrogations. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, a répondu à cette question. Les coopératives diffèrent des communes, mais se trouvent dans les communes, donc elles développent les communes. Vous vous souvenez que le gouvernement déboursait des fonds estimés à 500 millions pour les communes, mais certaines ont utilisé ces moyens dans la construction des communes en étage ou autres infrastructures coûteuses. Mais qu'on sache que l'argent qui ne circule pas ne donne pas de rendement, mais l'argent qui est utilisé pour l'augmentation de la production donne un bon rendement. Certains députés ne comprennent pas non plus pourquoi l'apport budgétaire des missions de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique reste le même en cas d'augmentation de l'effectif des troupes. Eh bien, merci à toi aussi, Émile Niwasumba. Problème de manque de logement des habitants de la commune Muhuta en province de Rumongue, victimes des pluies torrentielles qui ont détruit leurs maisons. Confrontés à cette situation depuis déjà un mois, ils demandent à l'autorité habilitée de leur venir en aide en urgence. Le point avec Francine Mahor. Ces victimes des pluies torrentielles habitent sur les collines Gatwenzi et Miguela de la zone et commune Muhuta, province de Rumongue. Nos sources dans la commune de Muhuta font savoir que les maisons ont été détruites il y a de cela 25 jours. Depuis, elles n'ont pas encore bénéficié que d'une assistance en nourriture. Elles ont besoin de tentes, comme en témoigne l'une de ces victimes.
Ils leur ont apporté de l'aide alimentaire pour 1 mois. Ces victimes n'ont pas bénéficié des tentes pour se construire de nouveaux abris. L'administrateur leur a demandé de se trouver plutôt à un autre endroit où ils peuvent s'installer. Ces personnes déplacées suite à ces intempéries disent avoir demandé aux administratifs de leur donner de petites propriétés pour qu'elles construisent des maisonnettes, une demande qui leur a été refusée. Les victimes de ces intempéries ont demandé à l'administrateur un espace où ériger des petites maisonnettes. Elles ont indiqué qu'elles ne peuvent pas continuer à demander de l'hébergement chez les voisins. Mais ce dernier leur a répondu qu'il n'y a pas de place disponible à leur donner. Les victimes qui louaient des maisons précisent que l'administration de la commune Muhuta leur a promis une somme de 25 000 francs chaque mois pour payer les loyers. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Domitille Nzonimana, l'administrateur de la commune Muhuta, mais en vain. Certains policiers affectés au commissariat de police à Rumongue sont accusés de rançonner les conducteurs de taxi-moto. Des barrières sont érigées sur toutes les entrées de la ville de Rumongue où ces policiers arrêtent toutes les motos en circulation. Pour la remettre, le propriétaire doit payer de l'argent. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Les conducteurs de taxi-moto dans la ville de Rumongue indiquent que pendant la journée, les policiers du commissariat de la police dans cette province les bloquent sur les rivières Dama et Murembwe. Là-bas, tout propriétaire de moto ayant des documents ou pas a l'obligation de verser une somme de 10 000 francs. Des barrières de fil ont été érigées sur certains axes afin d'arrêter les motos qui entrent dans la ville de Rumongue. L'une de ces barrières a été érigée au niveau du pont de la rivière Murembwe pour arrêter les motos qui viennent des localités de Urukiro, Gwena, Karonda et Mugara. L'autre barrière est située au niveau du pont de la rivière Dama. Cette barrière concerne les motos en provenance des zones Kizuka, Minago, Bugarama et Urambi. Toutes les motos sont obligées de s'arrêter au niveau de ces barrières gardées par des policiers. Pour pouvoir continuer la route, chaque conducteur de moto doit obligatoirement donner aux policiers une somme de 10 000 francs burundais chaque jour. La situation est similaire durant la soirée pour les motos qui entrent ou sortent de la ville. Cette fois-ci, les propriétaires de ces motos sont contraints de payer une somme de 2 000 francs. D'après les motards, cette pratique est devenue comme un commerce. Aucun taxi-moto ne peut passer au-delà de 18 heures sans que le conducteur ne donne un montant de 2 000 francs burundais comme pot de vin. Tout motard qui désire traverser la barrière d'Onghayamba à destination de Kizuka ou Kagongo doit donner cette somme. C'est la même opération qui se fait au retour vers la ville de Rumongue après 18 heures. Tu dois aussi donner les 2 000 francs burundais. Sur la dite barrière se positionnent des policiers du commissariat de Rumongue et quand ils arrêtent un motard, ils lui exigent de donner de l'argent. Ces sommes collectées ne sont jamais versées dans les caisses de l'État, vu que ces policiers ne donnent pas de quittance. Au cours des réunions de sécurité, souvent organisées par les responsables de la police en province de Rumongue, en collaboration avec les responsables administratifs, les conducteurs des motos ne cessent de demander s'il est interdit d'exercer le métier de taxi-moto dans la ville de Rumongue, mais sans succès. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Melchior Ndaïkengurukiye, le commissaire provincial de la police à Rumongue. Eh bien, merci à toi, Emmanuel Nyongeko. Merci, auditeurs auditrices de la RPA. C'est Patrick Efran fait ce journal. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur collaboration. Au micro, c'était Onésime de Chimagize. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.